Jean-Jacques Hano, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Radio du Cinéma. Merci de nous accueillir dans votre univers intime. Ce partage via cette exposition donc à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Pour vous, en fait, cette initiative, est-ce qu'elle témoigne d'une certaine transmission? Est-ce que c'est un partage avec les gens qui vous admirent, avec les gens que vous aimez documenter du cinéma? Oui, mais je veux dire que j'ai un rapport historique dès mon premier film, même si Claude Berry, à l'époque, trouvait que mon premier film était inutile et complètement raté. Mais il a participé pour très peu, mais il était déjà un ami. Et donc, mon réflexe, même quand je fais un film pour le groupe Sony, ou pour Fox, pour Paramount, Pathé est inclus. Fait partie. Je crois que tout cinéaste a besoin d'avoir un environnement amical. Kubrick était chez Warner, et Warner ne les a jamais abandonnés, même sur des films qui étaient moins bien. Donc, si vous voulez, là, j'étais très, très heureux, comme Jérôme, Sophie, Pénélope, toute la famille Sédou connaît ma maison de campagne, où j'ai gardé des archives. Alors, c'est bizarre, dès l'école de cinéma, mais même mes devoirs de classe, j'ai gardé ça dans des dossiers. Je les ouvre pas, mais je les ai. En fait, c'est ma vie, quoi. Une mémoire. Oui. Et quand en ouvrant ces boîtes, je me suis aperçu que des films comme les films pour Crunch à l'époque, ou Orangina, les séries que j'ai démarrées, le storyboard, et c'est le montage. C'est-à-dire que, alors, je dessine très très mal, je suis très très jaloux de Ridley Scott qui dessine si bien, ou de Fellini. Attends, les dessins d'Eisenstein que j'ai découverts, moi, sur La Grève, et ensuite sur Nevsky, mais c'était extraordinaire, ces dessins, c'était des grandes planches, il dessinait de manière remarquable. Et je me souviens que j'avais compté les chevaux du dessin, c'était la même chose à l'écran, au cheval près. Et moi, je fais partie de cette école-là. C'est-à-dire que j'aime concevoir le film, j'aime que le film soit dans ma tête, et que de ma tête partent d'horribles crobards que je fais moi. Il y en a quelques-uns qui sont montrés là. C'est terrible, mais au moins, je fais la mise en place. Et après, je donne à des gens talentueux comme Maxime Rebière le soin de le faire pour que mon équipe comprenne bien ce que je veux. Parce que, en fait, comment on transmet des images à quelqu'un d'autre sans images? C'est un peu compliqué. Et donc, on m'a beaucoup reproché. J'ai eu des articles dans Libération expliquant que j'étais tellement nul qu'il fallait qu'on me fasse des petits dessins pour que je comprenne quel film je faisais. Ah non, mais c'était publié, donc, aujourd'hui, tout le monde fait des storyboards, à tort d'ailleurs. Storyboarder une scène d'amour, c'est ridicule. Ça dépend du film, évidemment. Évidemment, il faut laisser la liberté à l'acteur. Et on peut penser que tu as un petit peu moins besoin de storyboard sur Coup de tête que sur Notre-Dame brûle ou sur Le Dernier Loup. Si tu veux, quand on a des scènes extrêmement coûteuses, quand tu fais brûler ton décor, j'ai fait brûler plusieurs fois mon décor. Il est venu le détailler. Sur le nom de la rose, et Notre-Dame, tu as intérêt à réfléchir où tu mets tes caméras, à mettre des caméras protégées de la chaleur, etc. etc. Donc tout ça, une mise en place, il faut y réfléchir 6 mois à l'avance. Évidemment. D'où la nécessité des maquettes, parce que où on construit, quel est le studio qui est suffisamment grand pour nous accueillir, quels seront les problèmes de sécurité, est-ce qu'on va faire cramer le toit? Oui, oui, mais on est assuré. Donc si vous voulez, et tout ça me passionne, parce qu'il y a un côté matériel. Moi, je me souviens un jour, Jérôme Sédou vient dans ma maison de campagne, et il découvre mon atelier. Il me disait ce que je devinais, t'es un bricoleur. Mais oui, je suis un bricoleur. Attendez, Méliès, c'est les origines du cinéma, le bricolage et l'illusion.
Et alors ça, on m'a beaucoup reproché, parce qu'on m'a dit, le cinéma, c'est la vie, vous prenez des acteurs qui sont trop beaux, dans des paysages qui sont tellement beaux que c'est pas vrai. Mais ma réponse... Quand le Tibet est en Argentine. Oui, oui, mais le Potala au-dessus, c'est une photo faite par moi sur un Fuji de 6/18, donc bien avant l'intelligence artificielle, j'ai construit en bas les portes de Lhasa, j'ai raccordé avec des escaliers qui raccordaient avec ma photo. Et évidemment, même chose, quand j'ai eu certaines critiques, ils disaient que ça ne ressemblait pas au Tibet. Mais ce qu'ils citaient en particulier, c'est ce que j'avais fait tourner au Dolpo. On parlait décor, là, il y a une collaboration très marquante dans votre carrière avec Dante Ferretti, hein, qui a fait ce décor splendide pour Le Nom de la Rose. Concret de l'Avancelle. Et Fellini vous a rendu visite sur ce tournage-là. Et vous savez, donc le Nom de la Rose, c'est 86, si ma mémoire est bonne. Oui, j'ai tourné en 85. Quelques années avant, Fellini tournait Vogue le navire à Cinecittà. Oui. Et il y a ce fameux plan très célèbre, vous savez, et c'était Dante Ferretti, son chef décorateur à ce moment-là. Avec les vagues. Avec les vagues en plastique. Oui. Et vous savez, la fin, le Fellini décale sa caméra et dévoile ensuite toute l'étendue du plateau de tournage. Et on se rend compte que le plateau de tournage, finalement, est aussi spectaculaire qu'on voit sur le truc. Ça, c'est quelque chose que documente l'exposition aussi. Oui, et puis, si vous voulez, le plateau, c'est le lieu de fabrication. Et c'est le lieu, j'ai envie de dire, où on réunit l'orchestre pour jouer la symphonie. Mais la symphonie, il faut l'écrire avant. Hein. Et il faut choisir les instrumentistes avant et savoir ce qu'on veut faire. Mais effectivement, si vous voulez, j'adore l'ambiance du plateau parce que j'admire mes techniciens. Et j'ai besoin de les admirer, comme j'ai besoin d'aimer mes acteurs, de les respecter. C'est comme ça que ça marche, et sinon c'est le chaos. Mais pendant longtemps, vous savez, quand je suis sorti des écoles de cinéma, j'ai fait les deux écoles, j'ai fait Louis Lumière et La Félis, j'ai envie de dire que je sentais le plateau. Parce qu'il y a une odeur de peinture tout à fait particulière, une ambiance tout à fait particulière, des câbles partout, des ponchons. Et donc, le plateau m'est devenu tellement familier, c'est un lieu de vie pour moi. Et alors, on me demande des fois, alors, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les scènes qui vous terrorisent? Mais aucune. Aucune. Celle qui m'inquiète, c'est les scènes d'amour. Eh bien, j'ai sûrement, c'est ce que j'allais demander, oui. Bah oui, parce que les scènes d'amour, si vous ratez la première prise, vous êtes mort. C'est que tout simplement, ça marche pas. Et que ça a l'air nul, et que c'est vulgaire en plus. Donc, mais, si vous la réussissez, j'ai parfois des larmes aux yeux. Vous voyez? Et donc, mais ça m'inquiète beaucoup parce que je ne contrôle pas complètement. Je donne des grandes lignes, évidemment, mais avec ce souci de ne jamais être vulgaire, de ne jamais aller trop loin, ce qui est parfois assez difficile. Et vous avez à contrôler des gens qui ont des vies privées, c'est-à-dire que elle comme lui, ou elle et elle, ils ont des compagnons. Et si la scène est bien réussie, c'est le drame dans le couple. Bah oui. Et si les acteurs font bien pour montrer à leurs compagnons de vie que c'est bidon, le public le voit aussi. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué parce qu'on met la vie de couple en danger. Justement, on parle souvent de vous, le faiseur de cinéma, au sens de l'image, le fils de pub, etc. Mais vous avez un amour de l'acteur incroyable. Et finalement, quand on revient, on refait la genèse de tout votre travail. Moi, vous avez fait jouer Brad Pitt, mais aussi Roselyne Favé. Oui. Et cette curiosité pour l'acteur, et cet amour, finalement, on retient Devers. Finalement, Devers, il fait partie de la mémoire collective grâce à vous. Donc le sens de l'acteur, vous l'avez, c'est important. Et ça a été noyé par d'autres choses techniques, peut-être. Non, la technique, il faut la maîtriser complètement, de façon à ce qu'elle ne vous paralyse pas.
Mais je me souviens, quand je suis parti aux États-Unis, mes confrères m'ont dit, tu vas te faire écraser, mais j'aurais dit, attendez, c'est moi qui conduis le rouleau compresseur. J'ai le Final Cut. Donc, qu'est-ce que je risque? Et puis, s'ils sont pas contents, je m'en vais. Je travaille avec des valises pliantes. Parce que chaque soir, je remets mes vêtements comme si j'allais partir demain. Parce que si on me fait chier, je pars. Et vous habitez là-bas, chaque fois? J'ai habité au Cameroun, j'ai habité en Côte d'Ivoire, j'ai habité au Cambodge, j'ai habité au Vietnam, évidemment en Chine, là, 4 ans, 10 ans à Los Angeles. Alors ça, j'aime ça aussi parce que c'est une manière de comprendre l'universalité du public. Et en fait, si j'ai fait des films avec les bestioles, c'est pour comprendre l'universalité du sentiment mammifère, j'ai envie de dire. Vous savez, si vous arrivez à comprendre une grenouille, et si vous avez arrivé à comprendre un ours ou un tigre, mais c'est un gros progrès dans votre vie privée. Et pour l'humain, ça aide pour l'humain. Mais bien sûr. C'est-à-dire que moi, juste après l'ours, j'ai fait l'amant. J'aurais pas tourné l'amant de la même manière. Mais non. Et pourtant, c'est des films qui ne se ressemblent pas du tout. Mais si vous voulez, ce qu'il y a d'important, c'est le rôle de l'instinct. Et ça, j'ai appris à respecter l'instinct. En vérité, je ne pense qu'à l'histoire, à l'émotion que va provoquer l'histoire. J'adore avec Ridley Scott, on se connaît très bien depuis longtemps, on dit toujours, nous, on est dans Motion Picture Industry et on se rajoute Emotion Picture Industry. Sans émotion, pas de film. Donc, cette émotion, elle va passer par quoi? Par l'identification à un personnage. Si vous arrivez à ce que le public s'identifie à un ourson, ben, c'est une aventure particulière pour le public, et, finalement assez mémorable. Alors maintenant un peu moins parce que les gens ont beaucoup copié ces choses-là, mais en fait la direction d'acteur, si vous avez une débutante comme Jane March, elle n'avait jamais fait une séance de photo, C'est fou. et qu'elle pleurait à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau. C'est ma première scène avec le Chinois, c'est la première scène où je dois pleurer, c'est la première scène... Et à chaque fois, je disais, elle va pleurer dans ta caravane, et quand on peut plus, tu reviens, tu sèches tes yeux et tu sais ton texte. Mais si vous voulez, je sais ce que je dois à mes acteurs. Et ce que je leur dois, c'est le respect, et j'ai envie de dire, je leur dois de l'amour. À part un acteur, qui est F. Murray Abraham, Qu'on ne citera pas. qu'on ne citera pas, mais qu'on peut citer, bien sûr. Il y a l'ours qui s'est rebellé. Hein. Oui, mais avec tellement de gentillesse. Non, mais attends, il a failli me tuer. Oui. Mais son remords après était tellement touchant. Alors, Non, mais franchement, c'était invraisemblable. Il se mettait au coin, tout seul, quand il me voyait revenir sur le plateau, tu vois. Parce que avant, on se soufflait nos haleines en début de journée. Moi, je ne sais pas ce qu'il a pensé de la mienne, la sienne, c'est pas un souvenir épatant, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il s'inspirait de ce que je disais à son dresseur. Et comme je le mettais dans des situations qui sont des situations compréhensibles pour l'animal, il avait tendance à savoir que si il avait bien compris ce que j'attendais de lui, il aurait un poulet entier tout de suite ou un saumon tout de suite. C'est-à-dire un chèque. je sais parler aux ours. Et oui, mais si tu veux, tout ça est complètement attendrissant. Et donc, moi, je finis par adorer mes animaux. Ce loup, ce chef de loup qui ne voulait pas démarrer les journées de tournage avec la meute sans m'avoir débarbouillé jusqu'au fond de la gorge après, parce qu'il s'était enhardi. Mais c'était tellement affectueux. Et c'est ça que je veux avec mes acteurs. Des fois, je suis tellement ému par leur travail que je ne peux pas dire le mot coupé. Et je fais ça avec mes doigts. Et à l'époque, je le fais sur le nom de la rose, je me disais, mais si ça me touche moi, est-ce que ça va toucher le spectateur? Oui. Parce que je crois que je suis tout à fait normal. Donc je représente... Vos émotions sont universelles.
Oui. Pour moi, vous êtes un artisan, en fait. Quand oui. vous parlez véritablement des gens que vous admirez dans la profession, on sent qu'il y a une passion dévorante pour tous les talents que vous savez catalyser, et Dieu sait s'ils sont nombreux. En revanche, on est un peu à la contrée des chemins, puisqu'on parle aussi d'intelligence artificielle. Et ma question est la suivante, c'est pour vous, qu'est-ce que deviendra, ou qu'est-ce qu'est aujourd'hui un artisan de l'intelligence artificielle ? Alors, comment on peut caractériser ce mot-là dans le mot intelligence artificielle ? Si vous voulez. Je sais que vous avez un grand intérêt pour l'intelligence Ah oui, artificielle. oui, oui. Et en plus, si vous voulez, je pratique tout un tas d'éléments de l'intelligence artificielle depuis très 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 longtemps. Oui, quand j'ai fait la post-synchro de Brad Pitt, au départ, moi j'habitais Londres, où j'avais mon montage, on m'envoyait par le Concorde, à l'époque c'était chic, j'enregistrais Brad pendant le week-end, je retournais à Londres pour la semaine, et puis un jour j'ai pas pu tout enregistrer, et j'ai dit à Brad, écoute, je vais prendre un sound alike, on a samplé la voix de Brad, j'ai trouvé un type j'ai exigé qu'il joue à la manière de Brad, et j'ai évidemment utilisé tous les systèmes techniques pour que les pics de voix, les basses, soient exactement les mêmes. Je ne sais plus aujourd'hui dans le film ce qui a été fait artificiellement par quelqu'un d'autre. J'ai évidemment montré à Brad, et Brad m'a dit, mais c'est moi, tout ça. J'ai dit, non, c'est pas toi. Un tiers du film, c'est pas toi. C'est toi qui as joué, on a un son direct pourri, mais c'est pas toi. Bon, mais à l'image, ça fait des années que je travaille sur fond bleu, que je travaille... Parce qu'il y a des fois où c'est très commode, c'est moins cher et ça n'a pas d'importance. La question que je voulais vous poser, c'est comment on resitue ces fameux artisans dont vous vous entourez continuellement aujourd'hui, comment on les projette en fait dans l'avenir ? C'était ça. Mais si vous voulez, le très grand problème, c'est que celui qui va être responsable des expressions d'émotion va le faire à sa manière. C'est-à-dire, c'est lui qui devient l'acteur. Et que la subtilité du jeu viendra du manipulateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les dessins animés se ressemblent, parce qu'ils se copient tous les uns les autres. Et que moi je vois bien quand je fais changer un fond photographique, une mer tempétueuse plutôt qu'une mer calme, je sais faire ça de façon classique. Autrefois, c'était 2 mois de préparation. Il fallait travailler une machine qui s'appelait la Truca, très, très compliquée. Au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus simple. Mais quand je fais faire même des fonds, je suis à Pékin, par exemple. Et ben, à Pékin, ils envoient le travail au Maroc. Et le lendemain matin, je repasse par le bureau de Pékin pour voir ce qu'a fait le Marocain, qui ne sait pas pour quel film il travaille. Et qui se trompe sur un fond photographique. Donc, si vous voulez, si vous avez justement une scène d'amour, mais vous allez faire quoi ? Ça va être l'expérience du manipulateur qui peut-être a une sexualité complètement différente des personnages qu'on met à l'écran. Et donc, si vous voulez, le piège, il est là. Moi, je ne redoute pas ça du tout, parce que tous ces éléments qui constituent l'intelligence artificielle, je les ai utilisés au fur et à mesure. Mais vous les avez apprivoisés. Je les ai apprivoisés dès le départ de ma vie. J'ai commencé, si vous voulez, à faire des transparences avant que les transparences existent. Votre nom est associé aux grandes fresques, au cinéma épique, aux grands spectacles. Et je voulais savoir juste, j'imagine que vous avez encore beaucoup d'idées et de projets, etc. Mais est-ce que vous pourriez orienter votre carrière, ne serait-ce que de façon épisodique, vers une petite forme, un retour à l'intimisme ? Mais un film comme L'Amant est un film intimiste. Bien sûr, mais en grand format quand même. Je pensais plus à des petites formes comme Coup de tête, par exemple. Si le sujet est bon, oui, parce que je fais en sorte de suivre le conseil d'Hitchcock. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand j'ai eu l'Oscar, les studios américains m'ont voulu, dès le lendemain, j'ai eu des propositions. Et chaque studio m'a invité. Et là, je crois que j'étais chez Universal ou chez Warner, je ne me souviens plus. Je suis dans un petit kart
Et puis on passe devant une petite bicoque, qui était le bicoque des scénaristes. Et le chauffeur me dit, ah bah tiens, monsieur Hitchcock est là exceptionnellement, vous voulez le rencontrer? Alors je dis oui. Donc il va frapper à la porte, il dit, je vous présente le petit gars qui a fait le film qui vient d'avoir l'Oscar du meilleur film étranger. Ah, Émisé, très nommé. Ah ben c'est très bien, ça m'a bien plu votre film. Et puis alors surtout faites pas comme moi, faites pas toujours le même film parce que c'est très ennuyeux. Bonne chance.